C'est aujourd'hui notre première assemblée plénière depuis le début de la crise sanitaire. Mais ces dernières semaines, nous avons adopté unanimement les mesures qui s'imposaient et qui vont être, je crois, présentées dans un instant. Nos concitoyens se sont eux aussi mobilisés, vous l'avez rappelé. Ici, ce sont les associations qui se sont par exemple démenées pour accueillir davantage de familles frappées par le chômage partiel ou par le chômage tout court. Là, ce sont des entreprises qui se sont mises à fabriquer du gel hydroalcoolique. Ici encore, on a fait tourner les imprimantes 3D pour produire des visières et même des stéthoscopes permettant d'ausculter des malades à distance. Là, on s'est regroupé pour confectionner des masques. Sans oublier, évidemment, vous l'avez également fait, les soignants qui ont fait preuve d'un immense sens du service public pour aller au front dans les conditions que l'on sait. Il faudra bien plus, je crois, que des médailles et un défilé sur les Champs-Élysées ou une prime, qui d'ailleurs suscite beaucoup de mécontentement, pour répondre aux besoins qui s'exprimaient avant l'épidémie et qui n'ont évidemment pas disparu avec elle, bien au contraire. Je pense aussi à tous les salariés et à mon tour, je veux saluer le personnel de la région, tous ces salariés qui ont dû travailler dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Cette période a produit de belles solidarités, montré des capacités d'innovation prometteuses. Mais il a fallu aussi faire appel au système D face à la pénurie de masques. Les conséquences de décennies de renoncement industriel ont éclaté au grand jour, montrant notre très grande fragilité en matière de médicaments ou de respirateurs. Notre pays a également pris conscience que ceux qui ont fait tenir la France sont souvent les plus petits salaires, ces premiers de corvée si mal considérés. Ou encore combien sont précieux nos services publics et notre système de protection sociale qui ont subi pourtant bien des assauts et qui risquent malheureusement d'en subir encore. L'épidémie n'est pas complètement derrière nous, semble-t-il, mais vient néanmoins le temps de réparer, de reconstruire, de relancer, et pas seulement nos secteurs économiques et nos entreprises, même s'il faut bien évidemment le faire, en assortissant l'attribution d'argent public de contrepartie en matière d'emploi notamment et en contrôlant l'utilisation de cet argent public. Nous aimerions que le budget supplémentaire en débat aujourd'hui porte des orientations visant à améliorer notre système de santé en Normandie, à soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous aimerions que notre collectivité prenne sa part aux efforts déployés pour accompagner les lycéens en difficulté, voire en situation de décrochage après cette période de confinement. Nous réitérons en ce sens notre proposition d'augmenter de moitié le nombre d'infirmiers et d'aides-soignants formés en Normandie, en menant notamment bataille vis-à-vis de l'ARS pour qu'elle augmente les quotas infirmiers plutôt que d'accompagner leur diminution, comme vous l'avez fait au cours du mandat, en fermant d'ailleurs des instituts de formation. Il faut aussi faire entendre notre voix, comme je l'ai fait moi-même, sur le numerus clausus, qui, vous le savez tous, limite la formation de médecins et qui n'a été augmenté ni l'année dernière ni cette année, ce qui est évidemment dommageable pour les déserts médicaux qui continuent d'avancer en Normandie. Vous revendiquez, entre autres, la compétence santé pour les régions, Président. Mais vos orientations sur ce qui est d'ores et déjà de la compétence et de la responsabilité de la région, comme la formation des professionnels de santé par exemple, ne sont pas de nature à nous rassurer. Vous avez par exemple rendu payante, et pas qu'un peu, la formation de kiné, notamment à l'université de Rouen. Nous l'avons souvent évoqué. Il n'est désormais plus possible pour un jeune Normand de faire des études de kiné sans passer par une formation payante, y compris dans le secteur public. Nous croyons à la capacité d'initiative des collectivités, notamment des régions. Nous mesurons plus encore aujourd'hui qu'il faut se mobiliser sur une diversité de secteurs face à la crise. C'est d'ailleurs pour cela que nous étions et que nous demeurons opposés au retrait de la clause de compétence générale. Chacune des collectivités doit pouvoir répondre aux besoins de son territoire et ils ne sont effectivement pas les mêmes partout. En acceptant la spécialisation des collectivités, la fin des financements croisés comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, vous les avez privés de moyens d'intervention, de capacité de choix et d'action. C'est peut-être cela qu'il faudrait en urgence regagner pour une nouvelle étape de la décentralisation. Mais pour notre part, nous sommes aussi attachés à ce que l'État, en déliquescence aujourd'hui, la crise l'a malheureusement montré une nouvelle fois, assure sa mission d'égalité républicaine. Nous ne répondrons pas aux enjeux de santé
pour rester sur cette question, sans une politique nationale visant à réduire les inégalités territoriales, sans des mesures permettant de réguler au plan national l'installation des professionnels de santé. Nous ne redonnerons pas d'air à notre système hospitalier sans une stratégie nationale qui tourne enfin le dos aux politiques d'austérité et de restriction acharnée de la dépense publique. Cela aussi, il faut le gagner, car des régions avec davantage de compétences et de pouvoir, comme vous le demandez régulièrement, Président, y compris, si je peux me permettre, en répondant à un inadmissible chantage initié par le Président de la République, des régions avec davantage de compétences et de pouvoir sans un État garant d'égalité républicaine, sans un État qui assure son rôle redistributif, c'est l'assurance d'une concurrence renforcée entre territoires et au bout, l'abandon de ceux qui sont jugés les moins compétitifs. Je mets évidemment des guillemets. Or, les Français disent régulièrement qu'ils ne veulent plus de ce modèle-là. Nous aurions aimé, je l'ai dit, que le budget supplémentaire engage des initiatives fortes pour, dans les compétences qui sont celles de la région, contribuer à remédier au retard pris par nos lycéens pour lutter contre les inégalités scolaires qui se sont accrues avec l'enseignement à distance. Et nous sommes inquiets, des parents d'élèves le sont également, et j'alerte là-dessus, sur l'enquête que vous venez de lancer et qui laisserait entendre qu'on voudrait, je pense que ce n'est pas forcément le cas, mais vous allez nous éclairer là-dessus, favoriser l'enseignement numérique alors qu'on voit bien qu'il y a besoin de personnel humain, bien évidemment, dans nos lycées. C'est pour ça que, pour notre part, nous pensons pertinent d'agir pour le maintien des 92 postes d'enseignants qui sont menacés de suppression dans les lycées normands, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et je crois que nous devrions nous retrouver sur la nécessité que des moyens particuliers soient débloqués pour la prochaine rentrée scolaire, ici, bien évidemment. Nous aurions aimé, je l'ai dit aussi, trouver quelques traces dans le budget supplémentaire d'un coup de pouce au pouvoir d'achat des Normands, via par exemple la carte Atout, qui, nous ne l'ignorons pas, a déjà été revalorisée il y a quelque temps, mais parce qu'il semble nécessaire d'alléger la rentrée scolaire pour les familles des lycéens, ou encore, on vous a fait cette proposition, en abondant les chèques vacances en direction des familles modestes, ce qui permettrait également de soutenir un certain nombre de secteurs, particulièrement celui du tourisme, qui est, tout le monde le sait, très impacté par la crise sanitaire. La crise a montré aussi que nous avions besoin de reconstruire une industrie digne de ce nom. Nous avons suggéré que la région prenne des initiatives à partir des savoir-faire en matière pharmaceutique notamment pour travailler à des relocalisations de production, car il n'est plus supportable que notre souveraineté et notre sécurité sanitaire soient fragilisées comme cela a été le cas durant l'épidémie. Vous avez créé une mission sur ce sujet, très bien. Elle doit, à notre sens, déboucher sur de véritables projets industriels construits avec les territoires, les entreprises, en particulier notre riche tissu de PME, avec les salariés et leurs organisations qui ont eux aussi une expertise en la matière. Et parce qu'il faut là aussi élaborer des stratégies au service de l'intérêt général, parce qu'il faut former, développer la recherche, faire breveter, etc., cette mission ne peut évidemment pas être confiée à la seule loi du marché. De même, il ne suffit pas de miser sur quelques entrepreneurs soi-disant pleins d'avenir pour assurer le développement économique de la Normandie. On a vu ce que ça donnait avec Paris-Normandie ou Rimed. Il ne suffit pas non plus de réaliser quelques beaux schémas. Vous nous proposez d'adopter de nouveau aujourd'hui le plan régional de prévention et de gestion des déchets au cours de cette plénière. On y parle recyclage, économie circulaire, que des concepts évidemment très pertinents. Mais je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Chapelle Darblay. 230 salariés se retrouvent sur le carreau. Cela suffirait évidemment à dire l'importance du sujet. Depuis l'automne dernier, lorsque le groupe finlandais UPM a annoncé sa décision de vendre la papeterie située à Grand Couronne, ces salariés n'ont eu de cesse de se mobiliser pour préserver l'usine et sa production. Vous avez été à l'écoute des salariés, vous avez répondu avec bienveillance à nos demandes d'audience, mais je crois que vous restez spectateur de la fermeture d'un nouveau site industriel historique dans notre région. Cette rôle a pourtant un rôle éminent dans le recyclage du papier. Les collectivités de tout le bassin rouennais et même au-delà vont être obligées d'envoyer leur papier usagé dans les Vosges, voire même à l'étranger. Quel gâchis là aussi. La cimenterie Lafarge, qui avait elle aussi un rôle éminent en matière de valorisation des déchets, a arrêté sa production il y a quelques années. Quelle crédibilité du plan de gestion des déchets face à de telles
décision. Alors rassurez-nous sur la mission que vous mettez en place pour travailler sur de potentielles relocalisations. Rassurez-nous sur votre véritable volonté de défendre et de développer l'industrie en Normandie. Il y a de gros enjeux, je pense bien évidemment à l'avenir d'Alpine à Dieppe et plus globalement à l'ensemble des sites Renault présents en Normandie. Pour conclure, je pense que dans ce rôle que la région a joué, elle doit pouvoir compter sur le soutien financier de l'État. Or, visiblement, dans le soutien qui devrait être accordé aux collectivités, les régions sont les grandes oubliées aujourd'hui. Nous serons de toutes les mobilisations pour que les régions puissent bénéficier de ce soutien qui nous semble indispensable pour faire face à la crise sociale que nous risquons de vivre et pour pouvoir prendre les initiatives permettant de soutenir chacun des Normands. Je vous remercie.